Nous parlons ce matin du tétanos. On en a parlé, on en a entendu parler quand on était jeunes élèves à l'école et puis devenus adultes. On a l'impression que c'est une maladie qui a disparu, mais non, attention, elle n'a pas disparu. Elle semble être oubliée, mais elle continue de faire des rages. Mais avant de questionner notre invité, on va demander à la régie de nous faire voir la réaction de quelques Béninois qui ont été interrogés sur la question par Christelle Tongodo. Avez-vous déjà entendu parler du tétanos? Non, pas vraiment. Bon, en général, les vaccinations, je les faisais quand j'étais jeune avec mes parents. Donc, je ne me rappelle plus correctement. Je pense que dans la douzaine, j'avais 12 ans, je faisais encore toujours les vaccinations concernant toutes les maladies. Que feriez-vous au cas où vous vous blessez avec un objet rouillé ou souillé, par exemple? Ma mère est infirmière, donc je pense qu'elle va s'occuper de moi. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Le tétanos, c'est se faire couper ou se faire blesser par des objets déjà rouillés ou utilisés, comme la lame, le couteau. À quand remonte votre dernier vaccin contre le tétanos? Ça, je ne sais pas. Peut-être quand j'étais petite. Je ne sais rien de tétanos, en fait, je ne sais rien. J'aimerais savoir quels sont les signes qui annoncent le tétanos. Eh bien, voilà le décor qui est planté. Docteur Luc Rundio, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va bien, merci. Vous êtes médecin infectiologue. Oui. Vous avez écouté nos compatriotes. Exactement. Quelle est votre première réaction? Alors, bonjour chers tous. Le tétanos aujourd'hui semble être oublié ou semble être inconnu de la population, alors que c'est une maladie qui est réelle, qui a une forte létalité et qui peut entraîner des complications graves menant à la mort. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'on a tendance à oublier le tétanos? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a tendance à oublier le tétanos, c'est d'abord le résultat d'une lutte menée par les autorités pour lutter contre une bonne partie de la maladie. Une maladie, vous en parlez parce qu'elle sévit en masse et autres. Mais quand c'est des cas sporadiques ou des cas qui ne sont pas tout le temps déclarés, on n'en parle plus. Les gens oublient carrément la maladie. Pourtant, elle existe. C'est une réalité. Donc, c'est ce qui fait qu'on oublie réellement, comme vous l'avez entendu dans le reportage, d'autres ne savent quasiment pas de quoi il s'agit. Alors, cette maladie, pourquoi elle persiste? Pourquoi elle continue d'exister malgré les progrès scientifiques? Alors, le tétanos continue d'exister pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la bactérie elle-même, qui est une bactérie ubiquitaire, c'est-à-dire une bactérie qu'on retrouve partout, dans les sols, dans les fesses des animaux, dans les sols rouillés, un peu partout, qui résiste pendant plusieurs années à l'air libre et la chaleur ne lui fait rien. Les désinfectants habituels que nous utilisons ne lui font rien. La bactérie, elle est là, elle peut perdurer plusieurs années dans l'organisme. Donc, on ne peut pas détruire déjà la bactérie. Le second élément, c'est la couverture vaccinale. Vous voyez, il y a beaucoup à qui vous allez demander aujourd'hui, est-ce que vous êtes à jour de votre statut vaccinal? Ils vont vous dire non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et c'est une vaccination qui est contraignante. C'est une vaccination qui nécessite des doses de rappel chaque 10 ans, chaque 15 ans, chaque 10 ans du moins. Ce qui fait que beaucoup oublient. Beaucoup oublient la vaccination. J'ai démarré ma vaccination, j'ai pris les premières doses après. Bon, il y a une dose de rappel à 10 ans après, mais malheureusement, j'ai oublié ma dose de rappel et l'immunité baisse au fur et à mesure, ce qui fait qu'il y a toujours des cas de tétanos qui ne sont peut-être même pas déclarés parce qu'il y a ceux qui viennent à l'hôpital, il y a ceux qui meurent à la maison et il y a ceux qui vont chez les guérisseurs traditionnels. Le troisième élément, c'est les défis politico-administratifs qui représentent une grande partie de cette lutte anti-tétanique. Donc, tous ces éléments font que éradiquer le tétanos devient très difficile dans nos contextes où l'accessibilité aux soins pour tout le monde reste encore un problème de santé publique en fait. Alors, docteur Luc Rundio, c'est vrai, on parle du tétanos ce matin, on a l'impression effectivement qu'elle est oubliée, mais dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les symptômes de cette maladie? Comment est-ce que ça se manifeste? Alors, classiquement, le tétanos, c'est ce qu'on appelle une toxi-infection, c'est-à-dire la bactérie rentre dans votre corps. Au lieu qu'elle chemine dans le corps, non, la bactérie ne chemine pas, elle reste au niveau de la porte d'entrée et envoie des toxines. Ces différentes toxines vont se fixer
sur des neurones du système nerveux central et vont modifier tout le mécanisme de relâchement musculaire. Alors, si je ne peux pas relâcher un muscle, le muscle il devient contracté. Donc, la maladie commence le plus souvent par ce qu'on appelle un trismus. Le trismus, c'est une possibilité d'ouvrir la bouche, ce qui entraîne chez le malade une difficulté à mastiquer parce que les muscles masséters, les muscles qui s'occupent de la mastication, sont contractés. Et au fur et à mesure, ce trismus va entraîner une raideur qui continue sur tout le corps. C'est-à-dire quoi? Là, le cou devient très dur, le cou devient très raide. Ça va se généraliser au muscle thoracique, au muscle abdominal et au niveau des membres inférieurs. Vous voyez le malade classiquement dans son lit, reposé sur la tête et sur les talons. Tout le corps est en arrière, formant un acte qu'on appelle l'opitotonus. C'est le signe classique que les gens retrouvent. Mais l'autre élément, ce sont les spasmes. Les spasmes qui sont des contractures douloureuses, qui sont violentes et qui arrivent de façon intermittente. Ces spasmes sont vraiment invincibles et même ce que vous faites, vous ne pouvez pas résister à ces spasmes. Et ces spasmes sont déclenchés non seulement par la lumière, le toucher, le bruit, ce qui fait que dans la prise en charge du tétanos, on est obligé d'isoler le malade de tout. Et en plus des spasmes, on a les troubles dysautonomiques. Ce qu'on appelle les troubles dysautonomiques, c'est quoi? C'est tantôt vous avez la tension qui monte, la minute d'après, elle baisse complètement. Vous avez le cœur qui est accéléré. La minute d'après, vous avez le cœur qui est au ralenti. Tous ces éléments rendent vraiment le tétanos très difficile et font partie des éléments de gravité de la maladie. Donc, pour résumer, on a le trismus, l'opitotonus, les spasmes musculaires, les troubles dysautonomie. Ce sont tous ces éléments qui rendent le tétanos aujourd'hui très difficile. Alors, docteur, mais n'oubliez pas que le diagnostic du tétanos, c'est un diagnostic clinique. Quand nous on dit diagnostic clinique, c'est qu'il n'y a pas un examen qu'on doit faire aujourd'hui pour dire que le tétanos, c'est le tétanos. Vous voyez la maladie, vous reconnaissez la maladie. Ce qui fait que entre un médecin européen, un médecin africain qui en a vu plusieurs fois et l'Européen qui n'a peut-être pas vu un seul cas durant son cursus, les deux deviennent tétaniques. Ce n'est pas les mêmes réactions. Alors, docteur Luc, en fait, on va avoir un langage terre à terre. Souvent, quand on parle de tétanos dans notre communauté, les gens ont tendance à dire c'est ce qu'on appelle attaque, maladie attaque, puisque vous parlez de raideur. Mais comment est-ce que cette maladie arrive? Comment est-ce que l'on contracte le tétanos, pardon? D'accord, merci. Pour contracter le tétanos, il faut des éléments qui sont très simples. Il faut d'abord une porte d'entrée, c'est-à-dire une effraction cutanée. Il faut ramener la bactérie, parce qu'on a dit tout à l'heure que la bactérie, elle est tellurique, on les retrouve dans... Il faut que la bactérie entre dans l'organisme et que le statut vaccinal soit non ajout, parce que c'est le pilier de la lutte contre le tétanos. Et associé à tous ces éléments, il y a l'anaérobie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène, qui favorise maintenant la multiplication de la bactérie dans l'organisme. Et ce sont ces éléments réunis qui font que la personne fait sa maladie. Alors, vous parlez là de blessure. Oui. Est-ce que n'importe quelle blessure est une porte d'entrée pour le tétanos? Alors, oui, n'importe quelle blessure peut être sujette de tétanos. Il y a des blessures qui sont plus à risque et il y a des blessures qui sont moins à risque. Ce que je dis tout à l'heure, c'est quoi? C'est qu'il faut que toutes ces conditions soient remplies pour qu'on ait un tétanos. Mais il y a des blessures qui sont plus à risque, notamment par exemple les épines, les blessures par les épines, les clous, les blessures profondes, les plaies qui ont duré, parce que plus la plaie dure, il y a des zones de nécrose qui entretiennent l'anaérobie et ces éléments, ces blessures sont plus à risque de développer le tétanos chez une personne qui n'est pas vaccinée ou bien qui est incomplètement vaccinée. Ce qui est sûr, c'est que peu importe la lésion que vous avez aujourd'hui, vous devez consulter et faire évaluer cette lésion par un agent de santé pour avoir le cœur plus net. Dans l'imaginaire social, docteur, les gens se disent, c'est quand je marche sur un clou, quand je me fais piquer par un tesson de bouteille, quand quelque chose de rouillé me blesse, que je pourrais faire le tétanos. Or, avec vos explications, on comprend aussi qu'une simple plaie qu'on n'a pas pris le soin de vraiment de nettoyer ou bien de panser peut être une porte ouverte au tétanos. Dans ce cas, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas en arriver
à être victime du tétanos? Merci. Je l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous raconter d'abord une petite anecdote qu'on a reçue sur le tétanos. On avait une jeune fille, on a reçu une jeune fille de 10 ans qui avait une carie dentaire. De sa carie dentaire, vous savez, la carie entraîne une petite plaie en bas des dents et autres. Chaque fois qu'elle finit de manger, qu'elle a mal, elle prend les brindilles de balai qu'elle met dans sa carie dentaire. Et c'est de cette brindille de balai qu'elle a ramassé le germe tellurique, qu'elle a mis dans sa plaie qui est en bas de la dent. Conclusion, un tétanos à porte d'entrée dentaire. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une plaie, ça ne coûte rien de faire évaluer ça par un agent de santé, ce qui va d'ailleurs vous mettre à l'abri parce qu'une fois que vous avez vu l'agent de santé, il va peut-être vous mettre un sérum antitétanique et puis il va s'en charger de vous remettre à jour sur votre statut vaccinal. Donc, vous avez en consultant un double avantage, l'avantage de faire soigner votre plaie et l'avantage de mettre à jour votre statut vaccinal. Alors, docteur, est-ce qu'il y a des personnes, des catégories de personnes qui sont plus sujettes à cette maladie ou pas? Oui, il y a des catégories de personnes qui sont plus sujettes à cette maladie. Et ces catégories de personnes, c'est souvent les personnes qui sont à risque de traumatisme cutané. Les professionnels qui sont à risque de traumatisme cutané, je vais citer par exemple les agriculteurs, parce qu'ils sont dans le sol, ils vont se blesser ils par ont la roue, ils ont la daba, le coco, les épines. Ils peuvent les blesser à n'importe quel moment. Et ce n'est pas parce qu'il est blessé hier qu'il ne va pas revenir dans son char demain. Ça, c'est clair. Donc, il va revenir. Vous avez les soudeurs, les mécaniciens, les maçons, les charpentiers. Toutes ces personnes sont sujettes à des lésions cutanées. Et ce sont des personnes qu'on retrouve surtout dans les cas oubliés de tétanos, puisqu'on fait aujourd'hui un programme de vaccination. Le programme s'en charge plus des enfants pour le tétanos néonatal. Et la vaccination inclut déjà dans le PF chez les enfants. Oui. Donc, cette couche est suffisamment protégée. Mais l'autre couche qui est oubliée, c'est surtout ces professionnels de santé qui, malheureusement, ne savent même pas de quoi il s'agit. On les retrouve à la phase de la maladie. Et c'est dommage, comme une maladie qu'on aurait pu éviter par des gestes simples, se revient de temps en temps comme ça. Alors, vous avez parlé des symptômes tout à l'heure. Est-ce qu'au-delà de ces symptômes, il y a d'autres symptômes inhabituels qui peuvent apparaître et qui pourraient être, disons, déjà des signes de tétanos? Comment est-ce que l'on peut reconnaître ça, docteur? Alors, je l'ai dit tout à l'heure que pour reconnaître le tétanos, il faut être habitué. J'ai dit le diagnostic de la maladie est un diagnostic clinique. Alors, donc c'est celui qui a déjà vu qui peut vraiment reconnaître. Parce que en dehors des signes que le tétanos présente, il y a des personnes qui font des formes cliniques avec des symptômes inhabituels. Je vous donne par exemple des personnes qui peuvent se retrouver avec une paralysie faciale, avec un léger trismisme obligeant le médecin à aller faire le signe de la baisse langue catif d'Amango. Il y a des personnes qui vont... docteur, vous êtes scientifique professionnel, vous parlez avec des thèmes techniques. D'accord, je voudrais que vous nous aidiez, nous qui sommes des néophytes du domaine, à comprendre avec des thèmes terre à terre. Alors, le signe captif d'abaisse langue d'Amango, c'est juste un geste simple que c'est réalisé dans les structures de soins. Le médecin va prendre juste une abaisse langue qu'il va introduire dans la bouche du malade en essayant de faire le réflexe nauséeux. Le réflexe nauséeux, c'est quand vous essayez de vous brosser la langue le matin et que vous touchez l'arrière-gorge avec votre brosse, vous avez envie de vomir. C'est ce même réflexe-là que le médecin va essayer de déclencher. Et aussitôt, le malade va mordre la baisse-langue et rendre son retrait difficile. C'est ça qu'on appelle le signe de la baisse langue d'Amango. Et vous avez ces éléments. Vous avez un malade, par exemple, qui va se présenter juste avec une contracture abdominale. Et devant une contracture abdominale, dans notre système, par exemple, un ventre de bois, ce n'est pas au tétanos les gens pensent. Les gens vont aller sur un abdomen chirurgical et c'est l'interrogatoire, l'examen clinique du médecin qui va l'orienter, va dire tiens, voilà, je suis devant un tétanos, il faut que j'appelle les spécialistes de la question pour pouvoir faire une meilleure prise en charge. Et ces signes trompeurs peuvent retarder la prise en charge alors que chaque minute dans la prise en charge du tétanos compte. Parlons justement de la prise en charge, docteur. Comment est-ce que ça se passe?
ce que vous avez décrit, on a l'impression que ça devient une maladie qu'on ne peut pas guérir. Le traitement, comment ça se fait et quel est son but? Alors, ce n'est pas une maladie qu'on ne peut pas guérir, c'est une maladie qui est guérissable. Là, vous nous rassurez déjà. Rassurez-vous déjà. Alors, pour la prise en charge, je vais l'expliquer de façon terre à terre. Oui. Alors, comment le tétanos survient? Vous avez une bactérie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qui rentre dans l'organisme, qui ne chemine pas dans l'organisme, elle reste au niveau de sa porte d'entrée, qui sécrète des toxines. Et une fois les toxines fissées, on ne peut rien contre les toxines fissées. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette prise en charge? On va d'abord empêcher celui qui envoie. Là, donc, on va mettre les antibiotiques pour empêcher la multiplication de la bactérie qui est au niveau de la porte d'entrée, de prendre en charge la porte d'entrée. Donc, on a coupé le pont entre celui qui envoie. Quand il envoie, il y a des toxines qui circulent. Parce qu'on ne peut rien, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut rien sur des toxines qui sont déjà fissées. Oui. On va alors mettre des anatoxines pour attraper en un mot les toxines qui sont encore en train de circuler. Et pour ce qui est fissé maintenant, on va lutter contre les effets produits par ces fissations et éviter que les complications ne surviennent chez ces patients. Donc, c'est en gros que le but de ce traitement antitétanique. Alors, docteur, la vaccination protège bien, mais pourquoi est-ce que la maladie continue? Alors, la vaccination protège bien, oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la vaccination n'est pas optimale. Tout le monde n'est pas vacciné. Tout le monde n'est pas vacciné. Tout le monde ne connaît même pas la maladie. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est une vaccination contraignante, c'est-à-dire il faut des doses de rappel chaque 10 ans et autres. Donc, vous voyez que c'est difficile de s'en souvenir à chaque fois. Donc, il faut vraiment, je ne sais pas, un système qui puisse rappeler la vaccination. Alors, est-ce qu'il faut alors prévoir, par quel mécanisme, vous, agents de santé, les rappels de vaccination afin que les populations aient ça dans la tête? Alors, est-ce qu'il peut prévoir? Non, je dirais plutôt, la première des choses, il faut que les gens savent de quoi il s'agit. C'est déjà un bon pas dans ce qu'on est en train de faire. Il faut d'abord, dans un premier temps, que les gens savent qu'il y a une maladie qui existe qui s'appelle le tétanos. Et quand cette maladie existe, il y a un vaccin qu'on appelle le vaccin antitétanique qui permet de ne pas contracter cette maladie. Et si ces deux éléments sont réunis, on peut mettre en place un système de rappel, ça ce qui serait un peu plus complexe pour rappeler à une population de près de 12 millions d'habitants. À chaque fois, il faut venir, chaque 10 ans, venir. Mais c'est possible, parce qu'il y a des pays qui ont quand même pu diminuer le nombre de cas de tétanos qu'on envoie chaque année. Mais c'est toujours une lutte très difficile qui va passer beaucoup plus par la sensibilisation de la population. Si la population est bien sensibilisée, le vaccin existe, ça devient plus facile cette lutte. Alors, de cette lutte contre le tétanos, que peut-on apprendre pour mieux prévenir d'autres maladies oubliées, par exemple? Alors, pour mieux prévenir d'autres maladies oubliées, le résultat il est très simple. Avec une bonne vaccination accessible, avec moins d'effets secondaires comme le vaccin contre le tétanos, une vaccination qui protège bien et une bonne sensibilisation où tous les acteurs du système s'impliquent et une population bien impliquée. On peut lutter contre n'importe quelle maladie avec la vaccination. Donc, avec cette technique aussi simple, on peut lutter contre n'importe quelle maladie. Alors, docteur Luc, dites-nous quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous suivent en ce moment pour prévenir et se prémunir du tétanos? Alors, le conseil il est très simple. Si on a compris la maladie, on a suivi ce qui s'est dit sur ce plateau, il est très simple. Allez vous faire vacciner. Vaccinez autour de vous. Je me fais vacciner, mais ce serait meilleur si je vaccine ceux qui m'entourent, que je passe le message à ceux qui sont à côté de moi, mon entourage. Et une personne vaccinée, c'est une personne récupérée contre la maladie. Et quand j'ai une plaie, je prends le risque ou bien je me rends dans un centre de santé pour mieux prendre en charge cette plaie et pour mieux s'en sortir et mieux être à l'aise. Plus vous avez contact avec les agents de santé, mieux c'est. Et ça vous permet aujourd'hui de mieux lutter contre la maladie. J'avais un de mes chefs qui disait que
en Afrique, si vous allez rester dans le traitement curatif, on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on mette l'accent sur la prévention. Des maladies. Parce que nos manœuvres thérapeutiques sont peu limitées, sont très limitées. Et mieux, il faut faire ce qu'on peut faire de mieux, c'est-à-dire la prévention, prévenir la survenue de ces maladies. Si la maladie ne survient pas, on n'aura pas besoin de traitement. Et puis, tout le monde est tranquille. Il n'y aura pas de douleur non plus. Il n'y aura pas de douleur non plus. Donc, tout le monde est tranquille dans la prise en charge et dans le système de santé. Merci, Dr Luc Ronjo. Je rappelle que vous êtes infectiologue, médecin infectiologue. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler du tétanos et de ses manifestations et surtout les précautions que nous devons prendre au-delà donc de la vaccination. Je retiens aussi que l'environnement compte beaucoup également. Donc, nous devons prendre soin de notre environnement immédiat, chacun à son niveau. Oui. D'accord. Allez, merci d'être passé. Merci beaucoup. Je ne cesserai jamais de le dire. Ici, c'est votre maison. Revenez-nous quand vous voulez pour éclairer les populations béninoises et africaines, pourquoi pas, sur les problèmes de santé. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci.